Monsieur le préfet, monsieur le maire adjoint, madame l'inspectrice d'académie, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le maire adjoint tout à l'heure a fait une citation et c'est par cette citation que je vais commencer. Alors je vais faire des signes parce que je ne peux pas maîtriser le PowerPoint, donc je vais demander qu'on l'avance encore. Voilà. Encore. Voilà, ça va être un peu... Voilà, très bien. Donc, ce que vous avez sous les yeux et qui a été rappelé par monsieur le maire adjoint, c'est cet extrait de la loi de refondation pour l'école de la République du 8 juillet 2013. Et dans cette citation, il y a à la fois une continuité et une évolution. La continuité, c'est la première phrase. C'est important qu'entre nous aujourd'hui, on se dise continuité, parce que la première phrase, c'est la loi d'orientation de 2005, sous un gouvernement différent. Et c'est dans cette loi qu'il y a cette phrase « Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ». Et puis en 2013, nous avons éprouvé le besoin, sous l'autorité de Vincent Peillon, de prolonger par cet ajout. Il paraissait essentiel au ministre et puis à la représentation nationale de préciser qu'il s'agit de faire partager quoi comme valeur ? L'égale dignité des êtres humains, la liberté de conscience et la laïcité. Et cet ajout du mot laïcité n'est évidemment pas anodin. Ça veut dire en fait que la laïcité, qui a puissamment contribué, et je vais y revenir dans un instant, à l'unité nationale au XIXe siècle et XXe siècle, est aujourd'hui, bien sûr dans un tout autre contexte, et c'est vrai qu'il faut historiser, plus indispensable que jamais, cette laïcité, pour faire vivre le pluralisme social, culturel de la France du XXIe siècle, pour construire cette appartenance commune et pour permettre l'exercice de la citoyenneté en faisant vivre ce qu'on pourrait identifier comme une tension, en effet, entre la liberté de chacun et l'égale dignité de tous, l'égalité de tous. Donc, immédiatement après le vote de la loi, en septembre 2013, nous avons présenté, sous l'autorité de Vincent Peillon, cette charte de la laïcité dans un collège de Seine-et-Marne. Et je dois dire, là, en présence d'un journaliste, que quand nous avons présenté, quand le ministre Vincent Peillon, accompagné de Robert Badinter, a présenté cette charte, un certain nombre de journalistes nous ont dit « mais est-ce que c'est bien utile de présenter cette charte de la laïcité, là, en septembre 2013 ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets d'actualité ?» Je vous assure que ça nous a évidemment paru tout à fait étonnant, cette réaction. Et alors, parce que l'école, précisément, est au cœur de la transmission de ce grand principe républicain, dans la charte de la laïcité, et c'est l'article 5 de cette charte, donc je vais faire défiler là, les 15 articles de cette charte pour vous expliquer comment nous l'avons conçue et à quoi elle peut servir donc dans nos établissements scolaires. On a effectivement clairement indiqué que la République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ses principes. Pour dire les choses autrement, mesdames et messieurs, il n'y a pas de République sans républicains. Et donc il appartient, c'est une évidence ce que je suis en train de vous dire, mais ça veut dire que c'est le rôle historiquement confié à l'école depuis le début de la Troisième République. C'est-à-dire au-delà du lire, écrire et compter, qui tenait évidemment à cœur à Jules Ferry, pour Jules Ferry, avant le lire, écrire et compter, en tout cas pas moins important que le lire, écrire et compter, il s'agit pour l'école de la République de former des républicains. Alors, cela dit, chacun le sait, il y a quand même quelques difficultés dans la mise en œuvre de cette formation des républicains. Et je vais donc commencer mon propos par attirer votre attention sur 5 points de vigilance. Le premier point de vigilance, et c'est la base de tout, la société et l'école doivent agir de concert. Le meilleur enseignement, et je sais qu'il y a des enseignants et des responsables de l'éducation nationale nombreux dans cette salle, le meilleur enseignement possible concernant les valeurs ne sera efficace que si la réalité sociale n'apporte pas un démenti à ce qui est enseigné. Ce qui pose problème à l'école aujourd'hui, c'est le fait que notre société est schizophrène, en ce sens qu'elle fait souvent le contraire de ce qu'elle demande à l'école de transmettre. Il est en effet difficile de transmettre les valeurs de respect, d'effort, de solidarité à l'école, par exemple, dans une société où l'argent facile est valorisé, dans une société qui donne en modèle des vedettes factices. Et donc, loin de nous démobiliser, ce constat doit au contraire nous convaincre de l'importance vitale de la mission confiée à l'école aujourd'hui. Reconnaissons simplement
que la cohérence d'attitude entre la société et l'école est tout de même une condition de faisabilité et d'efficacité pour la transmission et le partage des valeurs. Il y a un deuxième point de vigilance que je vais maintenant aborder. La mission de l'école est difficile parce qu'il faut comprendre que c'est l'ensemble de la société qui est aujourd'hui en mal d'intégration. Voilà pourquoi j'avais écrit tout à l'heure dans la citation de la loi de refondation « à tous les élèves en gras ». C'était pas dans la loi, ça, on ne met jamais de gras, de caractère en gras dans une loi, mais moi je l'ai mis là, à tous les élèves. Oui, parce que c'est bien chaque nouvelle génération, donc tous les élèves, tous nos élèves, qui ont besoin de ce travail autour du contrat social fondé sur les valeurs de la République. Pour me faire comprendre, je vais vous dire que quand je me déplace, et je me suis déplacé très rapidement après la mise en place de la charte de la laïcité dans les établissements après septembre 2013, il m'est arrivé de constater qu'elle n'était pas encore affichée partout, cette charte. Aujourd'hui, c'est plus vrai, la charte est affichée partout. Mais au début, pas partout. Et à chaque fois que je demandais à un chef d'établissement « mais pourquoi est-ce que la charte de la laïcité n'est pas affichée chez vous ?», la réponse qu'on me faisait, c'est « bon, c'est pas nécessaire, ici, il n'y a pas de problème ». Sous-entendu, et on n'osait pas me le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'il fallait le comprendre, la charte n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de musulmans dans l'établissement. C'est ça que, en fait, on voulait me dire. Et donc, il faut être très clair sur ce point. On passe totalement à côté du sujet si on considère que ce sont seulement les populations d'origine immigrée qui auraient besoin de recevoir un brevet de laïcité et de respect des valeurs républicaines. Je rappelle à celles et à ceux qui auraient pu être inattentifs ces derniers temps que ce sont des représentants d'une autre religion qui ont combattu les ABC de l'égalité filles-garçons et qui, au moment du débat sur le mariage pour tous, ont jeté des bananes à la figure du ministre de la République. Et donc, s'il faut mettre les points sur les i, la charte de la laïcité et le travail sur les valeurs de la République ne s'adressent pas qu'aux élèves et aux parents de confession musulmane. Le troisième point de vigilance concerne la formation des personnels. Nous l'avons écrit très précisément dans l'article 10 de la charte. Voilà. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que tous les autres principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de présenter la charte à la connaissance, la présente charte, à la connaissance des parents d'élèves. Et c'est évidemment très compliqué parce que la charte le dit bien, et on va l'exprimer tout au long de cette journée, la laïcité, c'est une notion complexe. Mais elle est constitutive de notre socle républicain, et donc son enseignement ne doit souffrir d'aucune confusion, et ce n'est pas toujours le cas. La pédagogie de la laïcité, c'est donc un élément fondamental de la refondation de l'école. C'est pourquoi, et on a pris beaucoup de retard ces quelques dizaines d'années qui sont derrière nous, on a pris beaucoup de retard dans la formation professionnelle des personnels, et donc c'est le rôle que nous assignons par exemple aujourd'hui aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation, c'est le rôle des référents laïcité. Il y en a partout maintenant dans toutes les académies. Nous avons mis à disposition des personnels beaucoup de documents. Je vous invite à aller regarder sur le site EduScol du ministère de l'Éducation nationale, notamment le très intéressant et très utile livret laïcité mis à disposition des cadres il y a quelques mois maintenant par la ministre Najat Vallaud-Belkacem et dont le contenu est destiné à faire en sorte qu'aucun professionnel, aucune équipe éducative ne se sentent isolés ou démunis vis-à-vis du respect du principe de laïcité à l'école. Et s'il y a un point sur lequel les personnels peuvent être démunis, c'est sur la connaissance de l'histoire de la laïcité dans notre pays. Ce qui peut d'ailleurs entraîner des erreurs ou des contresens, car on a souvent une représentation plus imaginaire, plus imaginée que réelle de l'histoire de la laïcité. Le mot laïcité, formé à partir du laos grec, c'est-à-dire le peuple, que l'on distingue des clercs, ce mot apparaît très tard dans notre pays. Il apparaît au milieu des années 1860. Et il n'arrive dans le dictionnaire de Littré qu'après 1870. Et d'ailleurs, pas plus que les législateurs de 1882, je vais y revenir dans un instant, qui ont séparé les églises et l'école,
Ceux de 1905 qui ont séparé les églises et l'État n'ont employé le mot laïcité. Il faut attendre 1946 pour que le mot laïque, et pas laïcité, le mot laïque figure comme attribut de la République dans la Constitution française, mais sans qu'il soit pour autant défini. La formule est ensuite reprise dans l'article 1er de la Constitution de 1958, que nous reprendrons, et on va le reprendre tout à l'heure dans l'article 1er de la Charte de la laïcité. La République française est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte tous les croyants. Alors, si le mot est arrivé tard, en réalité, la laïcité existait avant le mot qui la désigne, en réalité. Et donc, dans la mesure où cette laïcité est le fruit d'un long processus de séparation du spirituel et du temporel dans notre pays, qui a vu, depuis le Moyen-Âge, en réalité, le pouvoir politique s'affranchir, notamment via le gallicanisme de la tutelle religieuse et vaticane, on voit bien que l'émergence au fil des siècles d'un État souverain et d'un droit politique séparé du droit canon, eh bien, cette lente émergence annonce et constitue la base sur laquelle vont se mettre en place le principe et le cadre institutionnel de la laïcité. Et la laïcisation de notre école s'inscrit dans ce mouvement historique de sécularisation qui commence en France bien avant la République et qui ne touche pas uniquement l'école. C'est en effet la Révolution française, je pense qu'on peut commencer comme cela, c'est la Révolution française qui a posé les bases de la liberté de conscience. On a l'article 10 de notre Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qu'il faut sans cesse rappeler. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, qui est immédiatement suivi par un article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Dès 1792, l'état civil a été retiré à l'Église et le mariage célébré par un prêtre a perdu sa valeur légale. La laïcisation de l'école, elle, intervient plus tard, 1882-1886, et bien entendu, c'est une étape déterminante dans ce processus. Et puis la loi de séparation de 1905 est le point d'équilibre qui structure aujourd'hui notre vie politique. Particularité sans doute de notre pays, l'émergence de la laïcité a été en fait un combat contre l'emprise de l'Église catholique sur la société. Et ce combat, cette séparation ne s'est pas faite sans heurts. L'Église catholique et ses représentants au Parlement s'opposant farouchement en 1882 comme en 1905 d'ailleurs à la laïcisation de l'école publique puis de l'État. Alors pour l'école, plusieurs étapes sont à connaître. J'y insiste un tout petit peu parce que c'est largement méconnu aujourd'hui tout cela. En fait, le premier qui a théorisé le principe de séparation de l'école et de la religion, c'est Condorcet. 1791-1792. Alors, on n'en fera rien de ce que dit Condorcet en 1791-92, mais c'est intéressant de voir comment il a théorisé ce principe avec deux éléments fondamentaux. Il ne parle pas de laïcité, Condorcet, mais il parle bien de séparation absolue du pouvoir politique qui règle les actions et de l'autorité religieuse qui ne peut s'exercer que sur les consciences. Le mot « séparer » est là très présent. Et puis, dans son projet de décret de 1792, il va un petit peu plus loin en parlant de l'école cette fois-ci. Il faut, dit-il, séparer de la morale les principes de toute religion particulière et de n'admettre dans l'instruction publique l'enseignement d'aucun culte religieux. Tout est en germe là déjà. Encore une fois, on n'en fera rien pendant plusieurs dizaines d'années dans notre pays. Mais j'attire quand même votre attention que ce principe très clairement exprimé par Condorcet, il est exprimé au nom de ce qu'on appellerait aujourd'hui les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant de ne subir aucun prosélytisme dans l'enceinte scolaire. Et à ce droit de l'enfant fondamental répond symétriquement le devoir de réserve du maître. La première mise en œuvre concrète, c'est évidemment Jules Ferry, 1882. Et la laïcité est entrée
par les programmes, par les locaux scolaires et par les personnels. Commençons par les programmes parce que c'est comme ça que ça a commencé. On l'a oublié là aussi. La laïcité est entrée dans l'école par les programmes scolaires. Et comment est-ce que cela se passe? Il y a un mot qui change tout dans les programmes de Jules Ferry de 1882. Vous savez que jusqu'à Jules Ferry, c'était les programmes Guizot, 1833, et dans la première partie des programmes de l'école primaire, il y avait, jusqu'à Jules Ferry, instruction morale et religieuse. Et en 1882, le mot qui change tout, c'est le mot civique. Instruction morale et civique. Et donc on fait disparaître, par cet article, par ce simple mot, l'enseignement religieux des programmes de l'enseignement primaire. Vous voyez que le mot laïque, là, n'apparaît pas, le mot laïcité non plus. C'est un acte anti-clérical, mais ça n'est pas un acte anti-religieux. Je vous ai mis là, sur l'écran, la très belle déclaration de Jules Ferry au Sénat le 10 juin 1881, quand il s'explique sur cette future loi de mars 1882. Nous sommes institués pour défendre les droits de l'État contre un certain catholicisme, bien différent du catholicisme religieux, que j'appellerais le catholicisme politique. Quant au catholicisme religieux, qui est une manifestation de la conscience d'une si grande partie de la population française, il a droit à notre protection. Oui, nous sommes entrés résolument dans la lutte anticléricale. Je l'ai dit, et la majorité républicaine m'a acclamé quand j'ai tenu ce langage. Oui, nous avons voulu la lutte anticléricale, mais la lutte antireligieuse, jamais, jamais. Et Jules Ferry, qui est un grand orateur, je vous précise que quand il dit deux fois le même mot, c'est que ça avait dans son propos une certaine importance. Jamais, jamais. Mais, et donc là on voit bien une très grande fermeté dans les principes. On sépare la religion, on mène une lutte contre le catholicisme politique, celui qui voudrait se mêler des affaires de l'État, mais on est parfaitement respectueux du catholicisme religieux. Et on fait donc disparaître l'enseignement de la religion des programmes officiels. Et Jules Ferry doit se battre, y compris contre une partie de sa majorité de l'époque, parce que tous les républicains n'étaient pas d'accord sur la suppression de l'enseignement religieux. Je pense notamment à Jules Simon, qui s'est battu avec acharnement au Sénat contre Jules Ferry pour qu'on maintienne Dieu dans les programmes. Jules Ferry lui répondant, on ne vote pas Dieu dans les assemblées. Donc, extrême fermeté sur les principes. Mais, et moi je suis un peu historien, même beaucoup, j'ai fait ma thèse sur la période de Jules Ferry, donc c'est une période que je connais bien, évidemment on ne peut pas s'empêcher d'aller regarder dans les programmes qui sont écrits quelques semaines après le vote de cette loi. Et donc quand on regarde les programmes de Jules Ferry de juillet 1882, dans le chapitre « Instruction morale et civique », il y a une grande partie concernant les devoirs. Eh bien, regardons ce qu'il y a dans le chapitre concernant les devoirs dans les programmes de Jules Ferry. Damned, les devoirs envers Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les devoirs envers Dieu. L'instituteur n'est pas... Alors ça, c'est dans le texte, texte des programmes officiels. L'instituteur n'est pas chargé de faire un cours ex professo sur la notion et les attributs de Dieu. L'enseignement qu'il doit donner à tous indistinctement se borne à 2 points. D'abord, il leur apprend à ne pas prononcer légèrement le nom de Dieu. Il associe étroitement dans leur esprit à l'idée de la cause première, vous avez vu le C majuscule, la cause première, et de l'être avec un E majuscule, parfait, un sentiment de respect et de vénération, et il habitue chacun d'eux à environner du même respect cette notion de Dieu, alors même qu'elle se présenterait à lui sous des formes différentes de celles de sa propre religion. Ensuite, et sans s'occuper des prescriptions spéciales aux diverses communions, l'instituteur s'attache à faire comprendre et à sentir à l'enfant que le premier hommage qu'il doit à la divinité, c'est l'obéissance aux lois de Dieu telles que lui révèlent sa conscience et sa raison. Énorme surprise pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire de notre laïcité, c'est que les programmes laïques de Jules Ferry sont en fait des programmes spiritualistes. À son congrès de 1901, la Ligue de l'enseignement va proposer pour la première fois que l'enseignement des devoirs envers Dieu soit supprimé dans les programmes de l'école primaire laïque et soit remplacé dans les écoles normales d'instituteurs, d'institutrices, par un enseignement sur l'histoire des religions. 1901, Ligue de l'enseignement. Jean Jaurès y est favorable.
Mais Ferdinand Buisson, directeur, qui a été directeur de l'enseignement primaire sous Jules Ferry, quand de temps en temps je fais un peu de mauvais esprit, j'invite toujours à se méfier des directeurs de l'enseignement scolaire, que j'ai été bien sûr. Ferdinand Buisson, il avait été très impliqué en tant que directeur de l'enseignement primaire dans la rédaction de programme de 1882, il est hostile, lui, à cette suppression, et la suppression ne se fait pas. En février 1923, un autre directeur de l'enseignement, Paul Lapie, qui rédige les programmes et les instructions de 1923, qui sont célèbres dans l'histoire de notre système éducatif, qui sont très longtemps restés de très très belles instructions, il propose au ministre de l'Instruction publique de l'époque, Léon Bérard, la suppression d'un certain nombre d'indications dans les programmes de morale, et sous couvert de simplification, il fait sauter les devoirs envers Dieu. Sauf que Léon Bérard est un ministre du bloc national, d'une chambre à large majorité de droite, bleu horizon, et en fait, manifestement, il ne sait pas ce qu'il a signé, le ministre. Et il y a énormément de protestations qui lui remontent en disant « Comment vous avez osé supprimer les devoirs envers Dieu ?» Donc il tense son directeur de l'enseignement primaire, Paul Lapie, qui est obligé de publier une circulaire rectificative en juin 1923 pour dire que finalement, non, on ne fait rien disparaître du tout et on peut continuer à enseigner les devoirs envers Dieu. La question ressurgit, et donc ça tombe évidemment progressivement en désuétude, mais ça revient en première ligne sous Vichy, où on a vraiment l'introduction très explicite des devoirs envers Dieu sous le ministre Jacques Chevalier. Mais en fait, ce n'est qu'à la Libération, 1945, que les devoirs envers Dieu disparaîtront définitivement des programmes de l'enseignement primaire. Fermeté dans les principes, et on prend le temps. On prend le temps pour les mettre en œuvre, ces principes. La raison, en fait, c'est que Jules Ferry, qui est un homme d'État, il sait très bien que la majorité des Français de 1882 n'est pas prête à cette séparation absolue. Dans ses archives, moi j'ai retrouvé des correspondances à son épouse où il écrit dans une magnifique lettre cette phrase suivante, « Je suis l'élu d'un peuple, les Vosges, les Vosgiens, qui aime la République, dit-il, mais ce peuple fait des processions et construit des reposoirs. » Et donc, il faut que petit à petit les consciences s'habituent à cette séparation. Donc ça, c'est la première étape, séparation dans les programmes, et vous voyez que ça a pris du temps. Deuxième séparation, deuxième entrée de la laïcité dans notre école, c'est par les locaux scolaires. Et donc, c'est l'origine de notre mercredi, le jeudi à l'époque. Les écoles primaires vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche afin de permettre aux parents, s'ils le souhaitent, de faire donner à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Sauf que là, c'est une laïcisation qui est partielle, puisque comme la République n'est pas anti-religieuse, vous savez, il y a des endroits dans le système éducatif où les enfants ne peuvent pas retourner chez eux, notamment des adolescents, ceux qui sont internes. Et donc, dans les internats, on permet la présence d'aumôniers. Pour cette raison-là qu'ils ne peuvent pas sortir de l'établissement. D'ailleurs, on fait la même chose pour les prisons, on fait la même chose pour les armées, et on fait la même chose pour les hôpitaux. Et puis enfin, il y a une troisième laïcisation, c'est la laïcisation des personnels. Ça, c'est 1886. L'enseignement primaire est exclusivement confié à un personnel laïque. Sauf que la loi Goblet de 1886 prévoyait un délai de 5 ans pour les hommes et pas de délai pour les femmes. Et il y a une raison très concrète, c'est qu'en 1886, il y a encore très peu d'écoles normales d'institutrices laïques pour former les institutrices laïques dans ce pays. Et donc le temps que le personnel laïque soit en nombre suffisant pour prendre les places des religieuses, eh bien il a fallu du temps. Et c'est pour ça que dans certaines de nos petites communes rurales, dans les années encore 1900-1910, c'est-à-dire juste avant la Première Guerre mondiale, nous avions encore quelques religieuses qui enseignaient dans nos écoles primaires publiques. On ne les a jamais remplacées, évidemment, quand elles partaient à la retraite par d'autres religieuses. On les a à chaque fois remplacées par des institutrices laïques. Donc, ce que je veux vous dire dans ce rapide rappel historique, c'est que l'histoire de la laïcisation de notre école n'est pas l'histoire d'un jardin à la française. C'est une mise en œuvre progressive, parfois conflictuelle avec l'Église catholique. Je n'ai pas le temps, mais on pourrait aborder les guerres des manuels. On a le pape, les évêques qui avaient mis à l'index certains manuels d'instruction civique, et les ministres de la République ont toujours évidemment tenu bon. Mais parce que la méthode, en tout cas moi c'est ce que je pense sincèrement, parce que cette méthode a été progressive, elle a permis une mise en place aujourd'hui acceptée. Il restait un point
à traiter, si je puis dire, c'est tout ce qui concerne les élèves. Et donc là, il a fallu attendre 2004, puisque pendant très longtemps, les élèves n'ont pas été concernés par cela, parce que pendant très longtemps dans notre pays, dans le système éducatif, les élèves n'ont eu strictement aucun droit. Ils n'existaient pas en tant que personne. On vivait dans un système strict d'interdiction. Et puis, à partir des années 1970, on a commencé à donner des droits aux élèves dans nos établissements, notamment celui de participer au conseil de classe, de participer au conseil d'administration. Et puis, la loi de 1989, la loi Jospin, dans son article 10, donne d'autres droits, notamment aux lycéens, un droit de réunion, droit d'association, le droit d'expression. Et donc, il a fallu régler un tout petit peu cela pour nos établissements. Et donc, c'est la loi de 2004 sur les signes religieux, qui, vous connaissez par cœur cette loi. Dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes tenus par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Voilà pour ce troisième point de vigilance. Je vais être beaucoup plus rapide pour les autres, mais je pense que c'était très important de dire que nous avons besoin de personnel solidement formé et notamment formé quant à l'histoire de notre laïcisation, la laïcisation de l'école. Mais il y a un quatrième point de vigilance sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est les liens entre laïcité et justice socio-économique. Donc voilà, encore. Voilà, très bien. La République est laïque et sociale, ça c'est Jaurès qui le disait, et nous l'avons maintenant dans notre Constitution. Mais Jaurès ajoutait cette mise en garde, que je vous invite à méditer. La République restera laïque si elle sait rester sociale. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, dans les territoires en grande détresse sociale, les valeurs de la République apparaissent trop souvent aux habitants, davantage comme des incantations que comme des réalités vécues. Si on oublie ça, on ne peut pas comprendre pourquoi, aux yeux de certains, les valeurs que l'école est chargée de promouvoir n'ont pas beaucoup de légitimité a priori. C'est la pauvreté économique, sociale, culturelle de bon nombre d'élèves qui rend très difficile aujourd'hui aux enseignants leur mission de transmission des valeurs et de savoir fondés sur la raison. Or, la raison est un instrument indispensable pour expliquer le monde. Mais quelle citoyenneté en partage pour les 5 millions de chômeurs et leurs enfants? Quelle citoyenneté en partage aujourd'hui pour les 1,2 million d'élèves de nos écoles, collèges et lycées qui vivent aujourd'hui dans la grande pauvreté, c'est-à-dire quand même un élève sur 10, 10%. Vous remarquerez qu'on parle beaucoup moins de ces 10% d'élèves-là que des 10% qui ont un enseignement bilingue en 6e. Je laisse planer un ange laïque sur cette salle. Comment entrer sereinement dans les apprentissages quand on est mal logé, quand on a des difficultés pour se nourrir, pour s'habiller, pour payer les fournitures et les équipements, pour participer aux sorties et voyages scolaires, pour se soigner? Comme l'écrivait magnifiquement Victor Hugo en 1872, comment peut-il penser celui qui ne peut vivre? Et on a un cinquième point de vigilance. Notre institution scolaire elle-même doit donner l'exemple des valeurs qu'elle est censée faire partager aux élèves. Et notre institution doit affronter un fait devenu insupportable. Je veux parler de l'échec scolaire précoce et cumulatif des élèves issus des familles les plus défavorisées. Échec qui met gravement en cause notre idéal de système éducatif d'assurer l'égalité des enfants. Malgré l'engagement des personnels, il y a une fracture scolaire comme il y a une fracture sociale. Fracture attestée par la permanence de l'effet des inégalités sociales sur les destins scolaires. De fait, notre école peine à faire du commun pendant la scolarité obligatoire. Je partage le point de vue de Monsieur le Préfet, cette formule « vivre ensemble », il faut la prendre avec beaucoup de pincettes parce que comment vivre ensemble? Comment préparer nos enfants à vivre ensemble si nous ne sommes pas fichus pendant la scolarité obligatoire de les scolariser ensemble? Comment demander à l'école de faire réussir tous les enfants dans un territoire aujourd'hui, et c'est le Premier ministre qui avait déclaré ça il y a quelques semaines, qui a laissé s'installer un véritable apartheid social avec des quartiers qui sont totalement ghettoisés. Comment reconstituer de la mixité sociale et scolaire dans un territoire de la République que nous avons si mal aménagé? Et donc, sans la réussite scolaire de tous les enfants, c'est vrai que nous aurons beaucoup de difficultés à être crédibles s'agissant de nos valeurs. Au moment où je vous parle, la ministre est en train de présenter à l'OCDE les résultats de PISA 2015, qui
sont rendus publics en cet instant, et je peux vous dire qu'ils ne sont pas vraiment réconfortants pour nous, parce que nous sommes toujours le pays de l'OCDE dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires, ce qui est quand même assez scandaleux dans un pays qui proclame liberté, égalité et fraternité au fronton de tous ces établissements publics. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a un lien entre laïcité et social. Je vous mets là sur l'écran cette belle citation de Ferdinand Buisson, 1911, qui disait déjà « Il y a toujours une question scolaire, c'est pas de savoir qui de l'Église ou de l'État dirigera l'école, la chose est jugée. » Il était optimiste, il faut toujours être vigilant sur ce sujet. Et je rejoins Monsieur le Préfet. Non, c'est de savoir si notre démocratie réussira à faire par l'éducation la France de demain plus forte, plus grande, plus juste, plus humaine que ne fut celle d'hier. Ce n'est plus une question politique, dit Ferdinand Buisson, c'est la première des questions sociales. J'en viens maintenant, et je n'ai plus que 10 minutes, donc je vais être très rapide, à l'autre point que je considérais comme vraiment très important dans mon intervention, c'est de vous expliquer comment nous avons, au sein de cette charte et de ces 15 articles, fait en sorte de présenter la laïcité de la façon la plus claire possible. Tout d'abord, et c'est l'article 4 de cette charte, nous avons souhaité, et le ministre Vincent Peillon a souhaité très fortement créer un lien explicite entre laïcité et valeurs. En créant ce lien explicite, la charte ouvre en même temps la voie à une multitude d'opportunités pédagogiques pour mobiliser la laïcité dans un établissement. Et c'est ce que nous rappelons dans l'article 15 de la charte, qui est un article très important parce que le mot le plus important de cet article, c'est le mot « activité ». Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de l'établissement. Activité. Très important dans l'établissement scolaire ou dans des activités de loisirs, et je sais qu'il y a dans cette salle des animateurs de centres de loisirs. Activité en effet parce que la tentation peut parfois exister d'utiliser les articles de la charte de la laïcité à l'école comme autant de proclamations à accepter sans discussion chaque fois que la laïcité est contestée. Ce serait un contresens complet que de considérer que les 15 articles de la charte de la laïcité sont les 15 commandements. Non, c'est bien en réalité parce que les élèves vivent en permanence au sein des établissements des situations qui vont mettre en jeu leur liberté d'action, vont mettre en relief les difficultés et les enjeux de la relation aux autres, quantité de situations qui vont permettre, parce qu'elles sont inscrites dans le quotidien de la vie des établissements, de faire que la laïcité ne soit plus un concept hors sol, mais bien un outil pratique et donc utile pour apaiser le climat scolaire et au-delà pour conduire chacun à réfléchir sur l'usage qu'il fait de la liberté. Et donc, en étant très schématique, nous avons dans la charte de la laïcité dit en fait que la laïcité, c'est un principe d'organisation de la République qui se définit par 4 paramètres. Il y a 2 finalités et 2 moyens. Et si on a compris cela, et si nos élèves comprennent ça, je pense qu'on a bien travaillé pour leur faire partager précisément ce principe fondamental. Premièrement, la laïcité, et c'est ce que nous avons écrit dans l'article 3, la laïcité garantit la liberté de conscience. C'est-à-dire que, premièrement, ça c'est la première finalité, le premier grand objectif, c'est de faire comprendre que la laïcité, c'est un principe qui garantit une liberté. La laïcité, c'est d'abord une liberté. Ce n'est pas un régime d'interdiction d'abord. C'est d'abord une liberté et évidemment la liberté de conscience. Le message est ici que la liberté n'est pas l'ennemi, la laïcité, pardon, n'est pas l'ennemi de la religion et que la charte de la laïcité ne saurait être utilisée comme un outil anti-religieux. Le principe de laïcité permet à la République de garantir aux citoyens le droit d'être catholiques, musulmans, juifs, protestants, agnostiques, athées. C'est ici, et là c'est un point très important, c'est ici l'occasion de rappeler que la laïcité n'est pas une option spirituelle particulière à côté des autres. Faisons attention, moi-même je fais parfois, je dérape et je dis, voilà, les laïcs, non, il n'y a pas de camp laïque. Il n'y a pas les laïcs à côté des catholiques, etc. C'est la République qui est laïque. Et ce principe permet précisément, est une condition de l'existence de toutes les convictions, de toutes les options politiques et philosophiques. C'est très important parce que quand nos élèves comprennent cela, ça les rassure. Moi, j'ai entendu des élèves dire, voilà, on va nous parler de laïcité, autrement dit, on va nous parler d'une religion d'une certaine manière, qui va nous empêcher de croire.
Et donc il faut faire très très attention à ce qu'il n'y ait pas ce contresens. Et donc c'est la République qui est laïque, ce n'est pas un groupe ou une communauté. On peut donc parfaitement respecter la laïcité en étant croyant et bien sûr enseigner la laïcité, quelles que soient ses options religieuses. Il y a un article 8 qui prend en compte l'évolution du droit aussi pour les élèves. Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi Jospin et son article 10 en 1989. Eh bien nous reprenons pratiquement mot pour mot dans cet article 8 de la Charte. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école, comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. C'est ce qui a motivé la loi de 2004 que nous répercutons dans l'article 14 de la Charte de la laïcité. Dans la dernière partie de cet article 14, il y a la reproduction de la loi de 2004, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. On a un article 6 dans cette charte qui précise un élément important, c'est que la laïcité est à la fois une liberté, mais c'est aussi une protection. Et sans doute le mot le plus important de cet article 6, c'est le mot « protège ». La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. C'est très important que les élèves et leurs parents comprennent que la laïcité de l'école est un élément majeur de la confiance que l'école doit pouvoir inspirer pour aider les élèves à forger leur personnalité. La mission de l'école laïque, est-il besoin de le préciser, n'est pas de rendre tous les jeunes identiques. Une affirmation identitaire, individuelle ou collective, n'est donc pas en soi illégitime. Et une solidarité de groupe ne conduit pas obligatoirement au communautarisme. Certaines attitudes ne sont pas toutes des menaces pour la République. Chez les jeunes, la revendication identitaire peut aussi être un apprentissage de la liberté. Jusqu'où je peux aller ? Et est-ce qu'on va me fixer un cadre ? Est-ce que les adultes vont me donner quelques repères pour que je sache où s'arrête en fait ma possibilité d'action ? Et puis on le sait, je me permets de le rappeler, mais vous le savez parfaitement, la religion n'explique pas tout. À certains moments, la revendication identitaire au nom d'une religion peut davantage relever d'une instrumentalisation de la religion que d'une manipulation religieuse, ça on le sait. Et donc la question est de savoir comment l'école peut concilier les affirmations identitaires de nature religieuse et la vie scolaire des établissements, comment poser des limites dans le respect du principe de laïcité. Et là, quelques repères sont utiles à nos éducateurs. Dans les établissements scolaires, et c'est le premier repère, les éducateurs doivent faire comprendre aux élèves qu'en République, la liberté, y compris celle d'affirmer une identité particulière ou collective, n'est jamais absolue. Une liberté n'est jamais absolue. Elle est toujours encadrée par la loi. Dans notre République, la source de la loi est humaine et ne saurait être une prescription religieuse, quelle qu'elle soit. Et là, c'est là qu'on peut rappeler aux élèves l'article 3 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui le proclame de façon très très claire. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La loi est au cœur du pacte républicain et obéir à la loi est une nécessité, mais la loi, comme on l'a précisé dans un article précédent, a une vertu pédagogique. La loi contraint, bien sûr, mais la loi protège. Et quand les élèves comprennent très vite que cette loi est une protection, ils peuvent devenir à leur tour de véritables défenseurs de la laïcité. C'est pourquoi il y a un deuxième repère, parce qu'un acquis fondamental de la République laïque est que la croyance personnelle n'est pas liée à une appartenance sociale. Eh bien, les éducateurs doivent absolument faire comprendre, absolument refuser et combattre toutes les pressions que certains groupes d'élèves ou d'adultes chercheraient à exercer sur d'autres élèves ou d'autres adultes au nom d'une obligation d'appartenance à une identité particulière. Notre République, la République, ça n'est pas l'acceptation d'un homme qui serait déterminé par sa naissance, par sa religion, ou par son absence de religion d'ailleurs, c'est la garantie à l'homme de sa liberté pour pouvoir s'autodéterminer. Et à la question de savoir si nous sommes dans une spécificité française, là, qui serait en décalage complet avec ce que pensent nos voisins européens, on peut renvoyer à la Convention européenne des droits de l'homme, donc dans son article 9, qui a 2 alinéas qui sont tout à fait importants pour nous. Donc ça, c'est Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Et il y a un deuxième alinéa très important.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. Voilà pour la première grande finalité, préserver, garantir la liberté. Il y a une deuxième garantie, c'est la laïcité, c'est un cadre qui garantit l'égalité et donc la non-discrimination pour appartenance religieuse, politique, philosophique ou de genre. Et donc dans l'article 1er de la Charte, qui reprend l'article 1er de la Constitution, nous le rappelons, et nous avons un article 9 dans la foulée, voilà, l'article 9 qui dit « La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons », nous avons tenu beaucoup, et le ministre a tenu à ce que ce soit très clairement indiqué dans la Charte, et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. Et donc, on aurait peut-être là un troisième repère. Dans nos établissements scolaires, on doit donc refuser que l'affirmation identitaire se construise de façon conflictuelle sur le rejet de ce qui nous est commun. Et donc, on ne doit pas se laisser entraîner dans des compromis à l'égard des valeurs fondamentales. Autrement dit, la revendication identitaire ne doit jamais entraver les règles de vie fondées sur des valeurs essentielles, comme la stricte égalité entre les élèves. La laïcité, c'est une des conditions essentielles du respect mutuel et de la fraternité. C'est pourquoi le sexisme, en effet, le racisme, l'antisémitisme, le repli communautaire n'ont pas leur place à l'école. Et de même, accessoirement, on peut se le dire entre nous, qu'à côté des intégrismes religieux, il peut exister d'autres atteintes à la laïcité. Eh bien, préserver la laïcité, c'est aussi protéger nos élèves des pressions politiques, de l'intrusion non contrôlée de l'économique et du marchand dans l'institution scolaire. Il y a donc une limite très claire aux accommodements. Et consentir, si on consentait des accommodements sur ce que je viens de vous indiquer, eh bien, ça n'aurait en effet rien à voir avec ce qu'il est convenu d'appeler des accommodements raisonnables, mais on aurait plutôt là des compromissions inacceptables. Pour faire respecter ces deux grandes valeurs de liberté et égalité, nous avons deux moyens. Le premier moyen indispensable pour garantir la liberté et l'égalité, c'est la séparation, et donc c'est ce que nous écrivons dans l'article 2 de la Charte. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles, il n'y a pas de religion d'État. Vous aurez le PowerPoint à votre disposition pour celles et ceux qui le souhaitent, parce qu'on ne va pas avoir le temps de trop insister sur la magnifique déclaration de Jules Ferry au Sénat en juin 1881, mais c'est lui qui pose très clairement le principe de séparation. En gros, il nous dit, si vous voulez faire la paix entre deux puissances a priori rivales, l'État et l'Église, il faut leur délimiter de bonnes frontières. Et donc, c'est toute la question de la séparation. Donc, vous aurez ce texte-là un petit peu plus tard. C'est tout le paradoxe de la laïcité. C'est un paradoxe. La laïcité sépare pour rassembler. Elle sépare le pouvoir civil du pouvoir religieux, le droit civil du droit canon, le curé, l'imam, le rabbin de l'instituteur, même si certains ont pu dire à un certain moment que l'instituteur était inférieur pour faire partager les valeurs de la République. Je pense que ça nous rappelle quelques souvenirs. La laïcité ne rejette et donc personne. Et donc on a un article 13 qui dit très clairement que nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Le problème que nous rencontrons s'agissant du vivre ensemble, j'y reviens, grâce à la séparation, c'est qu'aujourd'hui certains de nos concitoyens conçoivent le vivre ensemble comme le vivre entre soi, sans contact avec les autres. Autrement dit, certains veulent se rassembler pour se séparer. Ce qui s'est passé dans le 16e arrondissement de Paris est de ce point de vue plutôt affligeant il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des citoyens aisés, on peut même dire des citoyens riches, qui ont refusé la venue dans leur quartier de quelques pauvres que certains ont même osé qualifier de nuisance. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression de nuisance pour qualifier les pauvres. Comment des êtres humains peuvent-ils parler ainsi d'autres êtres humains dans notre pays aujourd'hui en 2016 ? Quelle citoyenneté on partage dans ces territoires de la République que je considère comme perdus ? Pas seulement des quartiers défavorisés, les quartiers perdus de la République, mais le 16e arrondissement, en tout cas une partie du 16e arrondissement est un territoire perdu de la République, où la mixité sociale est vécue comme un drame épouvantable par ceux qui se sont barricadés dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui des ghettos de riches,
C'est dans ces territoires qui se sont protégés des autres qu'il faudrait conduire des actions de citoyenneté, et peut-être même des actions de rééducation à la citoyenneté. Il y a beaucoup de richesses dans ces territoires, il y a en fait beaucoup de pauvreté en humanité, beaucoup de nécessiteux en valeurs républicaines avec lesquelles il faudrait effectuer ce travail de partage des valeurs. La neutralité, c'est le deuxième moyen pour garantir la liberté et l'égalité. Neutralité, c'est l'article 2 qui le dit, de la Charte. La République laïque organise la séparation de l'Église et de l'État, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a une deuxième phrase que j'utilise maintenant, l'État est neutre à l'égard des convictions religieuses et spirituelles, il n'y a pas de religion d'État. Et donc, à cette neutralité de l'État correspond l'article 11 de la Charte qui le dit, la neutralité, évidemment, des personnels. Pas de contresens sur le principe de neutralité. Un État neutre n'est pas un État mou, n'est pas un État faible s'agissant de la défense des valeurs républicaines. Et Jules Ferry s'est toujours défendu d'être le défenseur d'un État neutre. Et donc, quand il s'adresse aux enseignants dans sa lettre aux instituteurs de novembre 1883, il leur demande de prendre parti pour la République et de former des républicains. De ce point de vue, il n'y a pas de neutralité, c'est la neutralité vis-à-vis des convictions religieuses. Je termine cette rapide présentation, je suis déjà très en retard, par là où j'ai commencé, c'est-à-dire par la culture, par les programmes. Nous avons un article 7 de la Charte. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune, partagée. Je termine par là parce que c'est une question essentielle. La laïcité est entrée dans notre école par les programmes. Celles et ceux qui aujourd'hui n'ont toujours pas accepté la laïcité de l'école s'en prennent toujours au programme. C'est les programmes qu'on commence à attaquer. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons écrit donc cette phrase dans l'article 7 de la Charte de la laïcité. Là encore, je n'ai pas le temps, mais vous l'aurez dans le PowerPoint. Voilà, cet extrait de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de novembre 1883, quand il leur demande d'aider les élèves à bien distinguer deux domaines trop longtemps confondus, celui des croyances, qui sont personnelles, libres et variables, personnels, libres et variables. En plus, c'est très bien écrit, ces textes du XIXe siècle. De celui des connaissances, qui sont communes et nécessaires, et indispensables à tous. Cette distinction est évidemment fondamentale, on aura l'occasion sans doute d'en parler tout au long de la journée, et donc il y a un article qui clôture ma présentation, c'est l'article 12 de la Charte de la laïcité, qui reprend, alors là très précisément, continuité, la très belle circulaire de mai 2004, suite à la loi de 2004, c'est une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, qui dit « Les enseignements sont laïques, et donc afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. » L'objectif de la Charte de la laïcité, donc, c'est bien de montrer que la laïcité doit être comprise comme une valeur positive d'émancipation et non pas comme une contrainte qui viendrait limiter les libertés individuelles. En réalité, je pense qu'on est tous convaincus dans cette salle, la laïcité est le seul outil qui permet d'éviter l'éclatement de la République en segments, en communautés étanches, et c'est pour cette raison que la laïcité est un gage de paix. Je vous remercie de votre attention. Mais je voulais savoir quel avait été le rôle des autres églises juives et protestantes au moment de cette guerre pour cette laïcité, pour acquérir la laïcité en France. Alors, il y a notre histoire, si vous voulez. Il y a des options religieuses qui n'ont pas eu une vie très très facile dans notre pays. Autrement dit, dans un pays de religion d'État, le pluralisme religieux n'était pas d'une évidence extrême. Donc, il y a en effet un rôle majeur qui a été joué autour de Jules Ferry par tout un environnement de personnes. Il y avait des juifs, il y avait des protestants. Et donc, ce sont en effet des options philosophiques, religieuses qui avaient un intérêt certain à ce qu'il y ait bien cette séparation, un intérêt certain à ce qu'il y ait bien cette neutralité, à ce qu'il y ait bien cette garantie de liberté et d'égalité de tous les citoyens.
Si j'ai parlé beaucoup de la religion catholique, c'est que c'était la religion d'État, la religion dominante, qui n'était pas prête spontanément à lâcher le pouvoir qu'elle avait sur la société française de l'époque. Dès 1883-84, Jules Ferry et les ministres qui lui ont succédé doivent se défendre contre l'Église catholique, hein, qui mène une guerre, notamment s'agissant des manuels scolaires. Mais il y a une deuxième guerre des manuels en 1909, 1910, 1911, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc l'Église catholique n'a pas lâché le morceau, si je puis dire, de façon très spontanée. Il a fallu donc beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup de fermeté. La loi de 1905, mais la table ronde l'évoquera tout à l'heure, c'est une loi aussi, hein, qui a demandé beaucoup de temps, qui maintenant est considérée par tout le monde comme une loi d'apaisement, comme une loi de paix, mais ça n'a pas été le cas immédiatement. Donc voilà. Bon, moi je connais bien cette période, et donc je peux vous confirmer qu'autour de Jules Ferry, il y avait en effet des juifs, des protestants. Une petite demande de précision. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect spiritualiste de Jules Ferry dans ce... Est-ce que il faut y voir l'impact du catholicisme ou pas du tout? Enfin, j'ai pas bien compris cette notion de... Alors, Jules Ferry était agnostique. D'ailleurs, quand il est nommé ministre de l'Instruction publique, la presse catholique de l'époque lui fait un reproche et unique reproche. C'est un ministre qui s'est marié civilement. Scandale à l'époque. Les enterrements civils, les mariages civils, il fallait être courageux pour le faire. Donc, non, mais dans son entourage, l'université française, quand on dit l'université française, il faut le prendre avec l'exception du mot du XIXe siècle, c'est l'ensemble du système éducatif est un système éducatif spiritualiste, c'est-à-dire profondément croyant, hein, vous avez vu, cause suprême, être, voilà, cause supérieure, être suprême, bon. Mais dire qu'ils sont spiritualistes, ça veut dire qu'ils sont donc profondément croyants, mais pas adeptes d'un dogme religieux très précis, par exemple catholique. Donc voilà, ils sont croyants, mais ils ne veulent pas être soumis à un dogme. C'est ça toute la tradition spiritualiste dans notre pays. Jean-Paul, quand l'État reconnaît et salarie des ministres de plusieurs cultes en Alsace-Moselle, est-ce qu'ils ne pratiquent pas une forme de religion d'État? Je me disais, tiens, on ne va pas encore poser cette question. Merci Didier, je te remercie. Bon, nous connaissons, c'est Didier Bargas, un autre inspecteur général honoraire. Je pense que ça pourrait être évoqué dans la table ronde, mais je n'esquive pas la question. Quand nous opérons cette séparation de l'école et des églises dans notre pays, 1882, et puis après 86, l'Alsace et la Moselle sont sous territoire allemand, donc ne sont pas soumis à cette législation. Alors, il ne m'appartient pas de juger, mais il se trouve qu'en 1918, notre République n'a pas estimé utile, nécessaire, urgent de revenir sur cet état de fait. Donc oui, aujourd'hui, il y a des territoires de la République qui vivent sous un régime différent. Ça ne veut pas dire que l'Alsace et la Moselle ne sont pas des pays qui vivent dans un système de laïcité au sens où on l'entend nous, mais par exemple à l'école, oui, ça se manifeste par ce qui existait avant 1882, c'est-à-dire une instruction religieuse qui fait partie des enseignements obligatoires. Dans ces départements, il faut, quand on est parent d'élèves, il faut demander une dérogation, hein, si on ne souhaite pas que son enfant bénéficie de cet enseignement religieux. Donc nous nous saisissons régulièrement, hein, de ce sujet. Aujourd'hui, sachez que les recteurs de ces deux régions sont au travail avec les autorités ecclésiastiques pour justement travailler sur deux questions. Un, faut-il que l'enseignement religieux continue à être dans l'enseignement obligatoire? Parce que je vous rappelle que c'est dans les 24 heures. Hein. Dans les 24 heures de cours, il y a 1 heure de religion. Donc les écoliers alsaciens et mosellans n'ont pas 24 heures de cours, mais 23. Donc ça, c'est la position qui pourrait être une position très, très radicale. Il y a une position intermédiaire qui consisterait à inverser la démarche,
C'est-à-dire que les parents demandent l'inscription de leur enfant à un cours de religion et non pas une dérogation s'ils ne souhaitent pas que leur enfant bénéficie de ce cours de religion. Donc voilà, moi je ne suis pas ici pour dire à la République ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Je constate comme vous qu'il y a des territoires où ça n'est pas encore pleinement les lois de 82 qui sont appliquées. Mais pour avoir travaillé en Alsace en tant qu'inspecteur d'académie, et en disant ça, je ne prends aucunement position, mais je ne constate pas qu'il y a une majorité de la population de ces territoires qui sont actuellement sur une autre base que celle de la conservation du régime actuel. Voilà, c'est tout, c'est juste le constat que je fais. Oui, moi j'avais une question et ça n'a pas du tout été parlé. À quelle période se situe la séparation des écoles des garçons, enfin la séparation, justement la mixité des écoles de garçons et des écoles des filles? Alors ça n'a pas encore été parlé, mais la journée commence, hein, donc... C'est pour ça. Voilà. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, mais pas dans un souci de mise en évidence de l'intérêt de la mixité et de la cohabitation entre les filles et les garçons. C'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est en fait essentiellement pour des raisons de poussée démographique, hein, d'augmentation des effectifs et donc de gestion en fait des effectifs et de locaux scolaires, qu'à un certain moment, dans les années 50-60, il y a eu la généralisation, hein, des écoles mixtes. Mais ça n'a pas été un projet républicain. D'ailleurs, n'oublions quand même pas de rappeler que cette République française, qui met tellement en avant la laïcité, est quand même une des dernières républiques à avoir donné le droit de vote aux femmes. C'est pour ça que je pose la question. Je voulais savoir s'il y avait un parallèle ou pas avec les lois qui ont été mises en place pour favoriser. Alors, si vous voulez, ça a été un débat entre républicains dès 1880-90, le vote des femmes. Je vous rappelle que c'est d'ailleurs une revendication dès la Révolution française. Je constate comme vous que la République n'y a pas donné de suite. Et dans un certain camp républicain, l'idée était que, je vous rappelle qu'on votait tous les 4 ans à l'époque, hein, 1881, 1885. Donc quand Jules Ferry fait ses lois, il n'est pas sûr d'avoir la majorité républicaine en 1885. Hein. Les républicains n'ont la majorité qu'en 1879, au Sénat et à la Chambre des députés. Donc on est dans une période extrêmement fragile. Hein, c'est très ténu, hein, l'assise de la République. Et donc, certains républicains se disent, alors ça, je vais vous faire hurler, hein, mais si on donne le droit de vote aux femmes, aux épouses, qui vont plus souvent que leur mari à l'église, finalement, qui va voter? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est horrible, hein, mais parce que certains pensaient que la République pourrait être en danger si l'Église, via les épouses et les mères, pouvait avoir encore une influence, donc ce droit de vote n'a pas été donné. Mais c'est une tâche. Mais c'était une tâche, évidemment, dans l'histoire de notre République. Pardonnez-moi, c'était une réalité sociologique, cet aspect... peu importe si c'est une réalité ou pas, c'est qu'il y avait une représentation dans l'esprit de certains de nos responsables républicains qui ont fait que c'est comme ça qu'ils ont agi. Bon. Juste peut-être une demande de précision sur cette question d'accommodement. Monsieur le préfet, tout à l'heure, faisait la distinction entre la compromission et l'accommodement. On en a juste encore un tout petit peu parlé à travers la dernière intervention de Monsieur Delahaye. Je crois sentir que l'accommodement, dès qu'il devient raisonnable, devient illégitime. Qu'est-ce que serait un accommodement acceptable, légitime, et en quoi il se distingue d'un accommodement qui serait raisonnable et donc illégitime? Un ou deux exemples peut-être pour illustrer cette distinction un petit peu subtile qui me pose, moi, intellectuellement, encore quelques petits problèmes. Merci. Excellente question. Je vous en prie. Alors, encore une fois, je ne veux pas empiéter sur ce qui va se dire après, mais on peut prendre l'exemple de la restauration scolaire. Un accommodement raisonnable, qui est d'ailleurs aussi vieux que la République, hein. Moi j'ai retrouvé des textes entre les deux guerres, et la dernière circulaire très importante, c'est 1957,
Qui dit au chef d'établissement, eh bien, quand dans votre établissement vous avez des élèves de confession musulmane et que ce jour-là vous proposez du porc à la restauration scolaire, proposez autre chose. Ça, c'est raisonnable. Et ça n'a strictement jamais posé de problème à qui que ce soit. Un accommodement qui serait déraisonnable serait de ne plus jamais proposer de porc à la cantine. Ou serait, comme c'est malheureusement le cas dans une commune de ce pays, au moins que je connais, de proposer des repas kasher ou des repas halal. Ça, c'est franchement déraisonnable. Parce que autant l'école a à faire que chacun se sente bien et en accord avec sa conscience dans le cadre des lois fixées par la République, c'en est une autre d'encourager les pratiques religieuses. Et ça n'est pas l'objectif de l'école, quand même. Je ne sais pas si je... Voilà. Accommodement raisonnable d'un côté, compromission inacceptable de l'autre, comme celle qui consisterait à accepter que les enfants se regroupent par table de confession. Ça, c'est complètement inadmissible et complètement déraisonnable. Alors, on pourrait multiplier les exemples et ils vont en donner un dans la table ronde.